Bonsoir tout le monde, bonjour ou bonsoir, et merci d'être là. Alors nous en sommes maintenant à la troisième séance de ce cours sur l'extrême droite et l'extrême droite au Québec, alors j'espère qu'on va y venir. Ce qu'on a fait dans les séances précédentes, c'est que j'ai tenté de faire un petit aperçu à la fois historique, c'est-à-dire plutôt chronologique, et géographique contemporain de l'évolution de l'extrême droite. Donc on a vu comment ça s'est, enfin j'ai essayé de voir comment ça s'est structuré dans le temps et comment est-ce que ça évolue de nos jours dans les différents pays européens et aux États-Unis. Enfin, dans différents pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, qui devraient nous aider à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit quand on parle d'extrême droite et de quoi il s'agit quand on parle d'extrême droite québécoise, parce qu'on va voir qu'il y a des liens entre l'extrême droite québécoise et celle qui évolue ailleurs. Alors, pour revenir peut-être un peu sur ce qu'est l'extrême droite, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, quelle a été la stratégie adoptée, ce que j'ai voulu faire, c'est donc ce portrait à la fois un peu historique et varié, disons transnational, pour montrer qu'il y a bel et bien une parenté entre les différentes extrêmes droites qui se manifestent un peu partout dans les différents pays. J'ai suivi, bon, pour ceux que ça intéresse, une stratégie comme ça qui est celle avancée par un auteur qui s'appelle Mamone et qui pense que c'est la bonne stratégie pour bien comprendre comment le phénomène d'extrême droite évolue un peu partout et comment est-ce qu'il évolue encore de façon contemporaine. Alors, quand on parle d'extrême droite, bien sûr, la tentation première, c'est de faire l'affiliation avec les régimes nazis et les régimes fascistes historiques. On a pu voir, je l'espère, dans l'exposé que j'ai fait, qu'il y avait bel et bien une certaine filiation, que c'était des gens qui avaient réorganisé, si on veut, la pensée nationaliste, révolutionnaire, fasciste, néo-nazie à différents niveaux, et que ça s'était transmis comme ça, qu'il y avait eu des influences, donc entre les Allemands, les Italiens, les Français, les Britanniques, ultérieurement les Américains. Et donc, ça donne un portrait où est-ce que la filiation historique fait encore du sens. Par contre, on a une famille qui s'en détache un petit peu, qui est la famille des populistes ou néo-populistes qu'on a vu en Scandinavie ou encore en Hollande et qui ont un peu moins de liens, enfin, oui, qui ont moins de liens, disons, avec les régimes fascistes, totalitaires, historiques. Donc, ça laisse un problème, enfin, de savoir en quoi est-ce qu'il s'agit d'extrême droite. Enfin, ça soulève la question, au moins, de savoir pourquoi est-ce qu'on les appelle d'extrême droite. Alors, la première idée, c'est de dire, bien, ils sont extrêmes et ils sont à droite. Donc, ce sont deux critères par lesquels on va parfois définir l'extrême droite. On l'a vu, l'extrême droite, donc la droite se définissait par rapport à l'hémicycle, principalement celui français, et on définissait l'extrême droite comme ceux qui s'étaient ou qui étaient plutôt favorables au veto royal, donc qui s'opposaient aux avancées de la Révolution, quoi. On a vu particulièrement qu'il y a une extrême droite légitimiste en France, donc qui tient aux privilèges d'Ancien Régime et surtout à l'inégalité ou à l'ordre hiérarchique d'Ancien Régime contre le projet moderne de réaliser une certaine forme d'égalité et qui est particulièrement structurante pour la pensée d'extrême droite également. Maintenant, extrême, qu'est-ce que ça veut dire? Ou radical en anglais, le terme radical right, qu'est-ce qu'on entend par radical ou extrême? Ça, c'est plus difficile à définir parce que c'est bien sûr relatif, c'est toujours relatif à ce qui est central ou à ce qui est la norme, disons, dominante. Donc, ce qui va s'en éloigner va être, et ce qui va s'en éloigner beaucoup va être déclaré extrême. Donc, c'est une façon de penser le phénomène. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les normes changent? Qu'est-ce qui se passe quand les résultats électoraux des partis d'extrême droite augmentent? Donc, quand ils sont moins marginaux et en un sens, on pourrait dire moins extrêmes. Est-ce qu'on parle encore d'extrême droite? Surtout quand ils arrivent à des coalitions de gouvernement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par extrême? Et aussi, qu'est-ce qui arrive quand les discours évoluent ou quand ils transgressent les frontières de parti, c'est-à-dire quand l'extrême droite se met à
disons, être moins attachée et moins nostalgique, disons, du passé fasciste et nazi, quand elle se met à prendre un tournant populiste, à jouer le jeu parlementaire et à vouloir établir un lien, disons, plus direct entre le leader et le peuple, mais en se satisfaisant de moyens comme l'élection ou des moyens de démocratie participative, à ce moment-là, le rapport au fascisme s'atténue également. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ces discours évoluent? Qu'est-ce qui arrive aussi quand ils transgressent les frontières? On a vu que parce qu'elle tenait ou elle s'opposait à différentes formes de réalisation de l'égalité, l'extrême droite était aussi et aussi parce qu'elle tenait donc et qu'elle s'appuyait là-dessus sur une certaine image de la nation, l'extrême droite était souvent xénophobe, pour ne pas dire carrément raciste et antisémite. Maintenant, ce discours-là est aussi devenu illégitime, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des lois qui interdisent les propos racistes et parfois même les partis extraparlementaires. Donc, il y a une réorganisation aussi du discours à ce niveau-là. Et ce que je veux en venir, c'est quand les partis d'extrême droite qui misent sur une certaine forme de populisme voient leur discours repris à la fois par, j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail, mais disons, à la fois par des partis de gouvernement plus centraux, à la fois peut-être par une certaine gauche que certains ont qualifiée de néo-réactionnaire, j'aurai l'occasion de détailler, mais là encore, les frontières s'amenuisent. Donc ça soulève bien la nécessité de définir ou de resserrer notre définition de l'extrême droite. Vous me permettez d'avancer mon petit document. Voilà. Alors, si on entre dans les tentatives de définition, on doit donc trouver un moyen qui, une façon, disons, compréhensive de définir l'extrême droite, qui va un peu plus loin que la filiation au régime fasciste et qui donne un peu plus de substance, qui justifie pourquoi est-ce qu'on inclut tel parti ou tel groupe dans l'extrême droite. On a des définitions, entre autres, commençons par une certaine qui est assez répandue, disons, de Umberto Eco, qui tout en se basant sur la question de la filiation historique ou sur l'idée d'une filiation historique, essaie de définir ce que pourrait être l'urfascisme, ou en fait une espèce d'empreinte caractéristique d'un fascisme primitif et éternel qu'on retrouverait sur toutes les formes de partis fascistes, donc bien entendu d'extrême droite, ou néo-fascistes, ou enfin s'apparentant à cette famille qui forme aujourd'hui l'extrême droite. Alors, Umberto Eco brosse 14 critères et nous dit que s'il y a un ou certains d'entre eux qui sont rassemblés, ça fait, je sais, de coaguler une nébuleuse fasciste. Alors, je vais prendre le temps d'énumérer un peu ces critères. Alors, il va avec le culte de la tradition, donc bien sûr une certaine valorisation d'un ordre antique, comme je l'ai dit, lié à une hiérarchie le plus souvent, une certaine hiérarchie traditionnelle. Il y a un refus du modernisme, hein, donc de ce projet moderne de réaliser l'égalité parmi les hommes et les femmes, et un appel donc au sang, à la terre et à une certaine forme d'irrationalisme. Un troisième critère, il y a la valorisation de l'action pour elle-même, donc l'action pour l'action, une espèce de forme d'agitation qu'Umberto Eco identifie et qui est liée à un certain romantisme, aussi l'idée de se réaliser dans une forme d'héroïsme. Le fascisme ou l'urfascisme, cette empreinte du fascisme, requiert une pleine adhésion. Donc, en quelque sorte, pour citer Umberto Eco, le désaccord est trahison pour les gens qui appartiennent à cette famille idéologique. L'urfascisme, toujours, exacerbe la peur de la différence. Il fait un appel aux classes moyennes ou aux frustrations de la classe moyenne, plus particulièrement. Il privilégie donc particulièrement les nationaux. Il met de l'avant donc une forme de nationalisme, quitte à le matiner de xénophobie et à voir certains complots liés à la présence des étrangers parmi le corps de la nation. Il mise sur l'humiliation par un ennemi qui serait à la fois trop faible et trop fort, c'est-à-dire qu'il entretient une espèce d'amour-haine face à un ennemi qui humilie les nationaux finalement. On peut prendre l'exemple de
disons, de l'islam ou d'une figure stéréotypée du musulman qui est assez malheureusement d'actualité, ou est-ce que l'ennemi, enfin, n'est pas corrompu, si on veut, par la modernité, donc il y a une certaine force, il se réalise dans des régimes qui ne s'embarrassent pas de tous les contre-pouvoirs que connaît l'Occident. Il est capable, disons, d'avoir une idéologie forte et ils sont prêts à se sacrifier pour cette idéologie. Ça, ce sont des éléments dont l'extrême droite reste un peu jalouse ou envers lesquels elle a une relation d'amour-haine parce que l'ennemi est à la fois quelqu'un d'inférieur, mais à la fois quelqu'un qui se trouve à être astucieux, comploteur et menaçant. Donc, allons-y avec les autres. Pacifisme, un refus du pacifisme ou une association du pacifisme à une forme de collusion avec l'ennemi. Donc, il y a un état de guerre permanente qui est cultivé. Il y a aussi un mépris pour les faibles, hein? Ceux qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour la nation comme les autres, comme les véritables héros. Donc, prochain critère, culte de l'héroïsme. Aussi, un certain machisme lié à ce culte de l'héroïsme. Ce que Umberto Eco appelle un populisme qualitatif. Donc, un appel au peuple et on va souvent prendre certaines personnes et dire, voilà, ben, ils représentent le peuple. Par exemple, ces manifestants liés à la meute qui s'expriment un peu maladroitement, ben, le discours de lourd fascisme serait de dire, ben voilà, le bon peuple qui s'exprime. Toujours selon les définitions d'Umberto Eco. Et il fait aussi usage d'une novlangue et de toutes sortes de nouveaux termes, mais je passe là-dessus. Donc, ce sont quand même 14 critères et Umberto Eco nous dit que quand un ou plusieurs de ces critères commencent à être présents, on peut s'inquiéter à ce qu'il y ait la coagulation d'une nébuleuse fasciste. Bien sûr, vous voyez que ça amène toute une série, en fait, il y a quand même 14, c'est assez nombreux, et ça amène à pouvoir faire ce que les Anglais appellent du cherry picking, en fait, d'aller chercher le critère qui nous convient pour pouvoir désigner un groupe ou l'autre. Donc, c'est un peu un défaut de cette tentative de définition qui va être soulevée par d'autres auteurs qui vont essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Parmi ceux qui ont consacré beaucoup de temps, d'énergie et de recherche à l'extrême droite et pour la commenter aussi, et qui sont parmi ceux qui sentent la nécessité de resserrer la définition de l'extrême droite, on retrouve Pierre-André Taguieff, donc un auteur français commentateur du racisme et de l'extrême droite, pour qui la définition est devenue à travers le temps et pour diverses raisons que j'ai eu l'occasion de mentionner, plutôt floue et elle sert souvent dans le langage quotidien. Donc, il ne s'attaque pas nécessairement à ses collègues chercheurs, mais il nous dit qu'il faut faire attention dans le langage quotidien, ça peut devenir facilement un anathème. Donc, il va essayer de resserrer la définition et selon l'analyse qu'il a fait, lui, du Front national, pas dans les années 80, entre autres, et par la suite, il constate qu'il y a un certain changement de discours par rapport au discours traditionnel qui était donc nostalgique, je l'ai dit, des régimes fascistes historiques du nazisme à l'occasion et qui était opposé à la démocratie. Alors, il y a une évolution donc de ces discours-là. Il arrive à 5 critères qui vont constituer ce que lui va appeler le national-populisme. Alors, il y a 5 critères qu'il va tirer de son analyse du national-populisme, le péniste plus particulièrement. Le premier, les 4 premiers critères vont être caractéristiques j'aurai l'occasion de revenir, du populisme contestataire, alors que le dernier va caractériser le populisme identitaire. Hein. Juste un mot, qu'est-ce que c'est que le populisme? Le populisme, c'est différent de l'extrême droite, c'est souvent un appel au peuple, donc effectivement, on prend certains exemples, disons, issus de la classe moyenne comme représentants, disons, l'ensemble du peuple, ça peut être autre. C'est souvent dirigé contre la fiscalité. En fait, on s'en prend au gouvernement, mais on s'en prend surtout à une élite, finalement. Et le populisme désigne un ennemi et reproche à l'élite, donc, de favoriser cet ennemi et se réclame du peuple héroïque pour déclasser cette élite. Et voilà. Vous comprenez un peu le principe, j'espère. Donc,
Le populisme est un phénomène différent de l'extrême droite et il peut se retrouver à gauche comme à droite, selon les analyses que font Taguieff, avant lui Ernesto Laclos. Et donc j'y vais avec les critères du national-populiste, donc l'appel personnel au peuple dans son entier, hein, donc souvent à partir d'une partie, et changement ou rupture purificatrice avec l'état actuel de la politique, qui est souvent caractérisé comme étant un système bon, qui endobe un peu tout et qui évite, enfin, rhétoriquement, qui évite d'avoir à définir précisément quels sont les problèmes qu'on veut attaquer et aussi les solutions qu'on veut mettre de l'avant. Ça permet de mettre de l'avant des solutions simplistes, qui est souvent reproché au populisme. Et il y a un appel dans, donc, quatrième critère, c'est un appel à nettoyer le pays des inassimilables. Donc, on a là la caractéristique du populisme identitaire comme tel ou de la façon dont il va se manifester à droite. Donc, les inassimilables, c'est bien sûr les ennemis traditionnels de l'extrême droite. Ça peut être, on l'a vu au courant de l'histoire, donc avec l'antisémitisme, la figure du juif. Ça peut être ensuite l'immigration de couleur plus particulièrement, et aujourd'hui, de façon assez prégnante, la figure du musulman. Donc, le national-populisme, selon Taguieff, met aussi de l'avant à abandonner le racisme qui est articulé à partir de la biologie, le racisme traditionnel, selon lequel il y aurait des races supérieures selon une certaine définition biologique de la race qui, bon, ne tient pas actuellement, ne tient pas de façon scientifique. Et donc, ça articule son racisme, l'extrême droite contemporaine et national-populiste articule son racisme à partir de la différenciation entre les cultures et une espèce de différence insurmontable entre les cultures. Je crois avoir eu l'occasion d'en glisser un mot la dernière fois, ce qui rend certaines personnes inassimilables. Alors, voilà ce que propose de faire Taguieff. Il propose d'abandonner un peu le terme d'extrême droite pour parler plus précisément de national-populiste, pour désigner ces partis qui, comme le Front National, qui, comme le MSI en Italie, qui, comme le FPE en Autriche, ont joué le jeu parlementaire et ont, à la force du temps, réussi à s'insérer dans ce jeu parlementaire. Voilà. Ce qui fait qu'on a donc un nouveau concept pour dessiner cette forme de discours-là. Et bon, j'en reste là pour l'instant. On a une autre tentative aussi d'en arriver à une définition plus serrée de la part d'un commentateur américano-néerlandais qui s'appelle Cas Mude, assez prolifique aussi, qui a fait une recension, lui, des différentes définitions de l'extrême droite dans la littérature, et après en avoir dénombré, pas tout à fait, mais pas loin d'une trentaine, il y est allé, lui aussi, de ses propres critères. Alors, je vais y aller, il y en a quelques-uns, je vais y aller. On a le nationalisme étatique ou ethnique qui caractériserait l'extrême droite, l'exclusivisme, donc toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de différentialisme culturel, l'ethnocentrisme, le fait de valoriser, ou ce qu'on appelle parfois l'ethnophilie, le fait de valoriser son propre groupe d'appartenance de façon exacerbée ou presque outrancière, la xénophobie, des traits antidémocratiques, entre autres le culte du chef, l'élitisme, une vision organiciste de l'État et de la nation, une certaine forme de discours populiste aussi, qui s'oppose à la démocratie libérale, donc qui propose une vision de la démocratie illibérale, c'est-à-dire sans contre-pouvoir. La défense de la loi et de l'ordre, donc qui est très important et qui est un facteur très prégnant dans le discours d'extrême droite. Le souci de l'écologie, parfois, qui sert à encenser le retour à un certain ordre traditionnel, un certain ordre d'antan. Une éthique de valeurs qui insiste sur la perte de repères traditionnels, donc toutes les valeurs qui tournent autour de la famille, de la communauté, de la religion. L'extrême droite a tendance à déplorer ce qu'elle considère être comme leur effritement. Et la mise de l'avant d'un projet socio-économique qui mélange une forme de corporatisme, un contrôle étatique sur certains secteurs et en même temps qu'une certaine croyance dans le jeu naturel du marché. Donc, il y a toujours un mélange entre le jeu naturel du marché et l'intervention de l'État pour assurer l'ordre dans la nation. Voilà.
Maintenant, si on s'approche d'une autre façon de définir l'extrême droite, parce que là, on a encore toujours une liste de critères et il faut cocher. Et quand on en trouve un certain nombre de remplis, eh bien, on peut se dire là, on a de l'extrême droite. Donc, on est encore face à une définition qui est pas, à laquelle on peut reprocher de ne pas être suffisamment resserrée. Alors, on a une autre façon de voir les choses, qui est de dire non, mais dans le discours de l'extrême droite, il y a une articulation fonctionnelle, une articulation fonctionnelle propre qui va la caractériser. Alors, j'y vais, je cite, la principale caractéristique, donc retenue par Nicolas Lebourg, c'est d'entretenir une conception organiciste de la société, assortie d'un rejet de la modernité libérale et de son idéal de société ouverte. Un idéal déclaré en rupture, donc par l'extrême droite, avec un ordre naturel à restaurer, et de ce fait tenu responsable de la décadence des sociétés européennes. Ces droites, poursuit-il, se concentrent sur un ennemi commun, le système formé par des élites financières et politiques, ainsi que les médias jugés complices. Donc voilà un peu comment Nicolas Lebourg va définir l'extrême droite contemporaine, notamment en mettant l'accent sur le fait que l'ennemi ou l'élite qui est définie appartient à un système, donc elle fait son combat comme elle se place dans un combat anti-système, et c'est là qu'elle propose une forme de rupture radicale avec l'ordre moderne, qui lui-même serait en rupture avec l'ordre traditionnel ou avec certain empêcherait du moins la réalisation d'une certaine hiérarchie qui est favorable à l'avenir de la nation. Nicolas Lebourg, on se base par là avec aussi plusieurs chercheurs qui sont autour du Centre d'observation des radicalités en France, dont Jean-Yves Camus, entre autres. Bien, leur définition rappelle bien sûr celle d'Alain Beer dans un ouvrage qui s'appelle Histoire d'un archaïsme, où Alain Beer va donc mettre cette idée qu'il y a bel et bien une articulation fonctionnelle à l'intérieur du discours d'extrême droite. Alors il dit, et je cite, je m'excuse si la citation est un peu longue, il dit « Je me propose de montrer ici qu'il n'en est rien, qu'il existe bien une structure permanente de la pensée d'extrême droite, donc il n'en est rien, l'extrême droite n'est pas qu'un anathème, hein, c'est ça à quoi il fait référence. Il existe bien une structure permanente de la pensée d'extrême droite par laquelle celle-ci peut se définir rigoureusement, tant dans ses composantes idéologiques que dans ses aspects plus proprement politiques, par-delà la diversité de ses modes singuliers d'affirmation. Cette structure articule trois concepts, thèmes et valeurs essentiels. L'identité, l'inégalité et la pugnacité. Plus précisément, elle se dispose autour de trois opérations clés. Le fétichisme d'une identité collective, l'érection d'inégalités en catégories ontologiques et axiologiques fondamentales, enfin, l'affirmation d'une conception qu'il appelle eupolémologique de l'existence, donc c'est-à-dire une conception qui valorise le conflit dans l'existence. Le conflit et la polémique, donc il utilise le terme eupolémologique, mais bon, voilà ce que ça veut dire. Une conception qui valorise le conflit. La glorification de la lutte comme vertu suprême de l'existence, voilà, fin de la citation. Donc, on voit ici que ce qu'il nous dit finalement, c'est que ce qui est central dans le discours d'extrême droite, c'est l'affirmation d'inégalité. Hein, et dire qu'elle a presque une valeur suprême et que c'est presque un bien pour le corps national de tolérer une certaine forme de hiérarchie. Il y a ensuite le recours à une forme de nationalisme, dit-on parfois, mais essentiellement le recours à une image mythifiée du groupe de référence, que ce soit la nation, que ce soit la race, que ce soit la patrie. On retrouve une certaine histoire mythique de la nation auquel ces gens-là se rattachent, et le nationalisme est brandi comme justification de l'inégalité qui est mise de l'avant. Donc, pourquoi cet ordre d'où vient le fait qu'il y a un certain ordre hiérarchique? Eh bien, ça appartient, disons, à une histoire passée, d'antan, un certain temps idyllique, héroïque, où voilà, il pouvait y avoir des héros qui servaient le corps national. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant des structures hiérarchiques? Bien, précisément pour, d'une certaine façon, régénérer le corps national, ou à tout le moins parce que les poursuites de l'égalitarisme ont corrompu et entraîné le déclin parmi le corps national, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses ennemis actuels. Et voilà.
Donc, c'est toute une articulation qui, et comme il ne peut plus faire face à ses ennemis actuels, que le corps national est corrompu, donc il y a urgence à mener une lutte. Alors voilà comment s'articule tout le discours, comment on peut voir une articulation fonctionnelle à l'intérieur même du discours d'extrême droite. Et cette définition, je pense, pourrait nous permettre d'inclure les différentes familles d'extrême droite qu'on a pu survoler à travers la chronologie et que je vais maintenant essayer de détailler dans le temps qui me reste pour ce petit cours. Alors, on a eu l'occasion d'en le mentionner. Parmi les familles, on retrouve ceux qui sont plus, je m'excuse pour le terme, mais qui ont parfois été qualifiés de bourrins, donc les groupuscules qui vont aller chercher à provoquer la bagarre, pour dire les choses comme ça, ou qui même de façon plus organisée vont se former en milices ou en groupuscules qui prennent des moyens violents sous le modèle de Combat 18, sous le modèle de la NSU, donc ce groupe allemand qui a commis différents attentats, sous le modèle de la Horde, le groupe américain aussi qui a commis différents crimes pour financer l'extrême droite. Donc, et dont le discours a favorisé, si on veut, le passage à l'acte et à la commission de divers attentats contre des minorités, donc toujours sur le même modèle, quoi. Un modèle proche des Turner Diaries qu'on a eu le temps d'apercevoir très brièvement, il me semble, dans les derniers cas. Alors, on a une famille comme ça qui est, disons, plus propice à la violence. On a surtout des groupuscules hein, qui se forment donc, et qui évoluent dans la société civile sans nécessairement avoir une volonté politique, sans nécessairement se constituer en parti politique, tout comme on a eu l'occasion de le voir amplement, des partis politiques institutionnels qui se sont créés depuis l'après-guerre et qui se sont mis à jouer le jeu parlementaire. Et encore une fois, parmi ces partis institutionnels, on va en avoir qui vont être plus nostalgiques, disons, des images du passé, des vieux symboles associés au régime historique fasciste. Et on va en avoir qui sont plus enclins à édulcorer leur discours pour, disons, encoder, si on veut, leurs propos, qui est à encoder, si on veut, parfois leurs propos racistes, pour pouvoir progresser dans l'opinion publique et, bien sûr, jouer le jeu électoral, progresser dans ce jeu électoral. Alors, vous avez parmi ceux que j'ai identifiés comme les groupuscules enclins à la violence, vous pouvez aller voir, je vous donne deux petites ressources ici, on va essayer de les mettre en ligne, j'imagine que ce sera possible aussi. Donc, ce sont des ressources qui sont mises en ligne par des groupes militants, mais j'imagine que vous en savez maintenant un peu sur l'extrême droite, vous êtes en mesure de voir la qualité du travail qui se fait là ou pas. Enfin, vous aurez votre avis. Alors, vous pouvez aller voir le site de la Horde qui vient justement de mettre à jour sa cartographie de l'extrême droite française. Et vous pouvez aller voir le site aussi pour les États-Unis qui s'appelle Hate Watch, qui est mis sur pied par le Southern Poverty Law Center, SPLC, et qui répertorie donc les différents groupes. Donc là, c'est les groupes haineux. Ce n'est pas associé à l'extrême droite, mais comme vous avez eu maintenant la définition, vous pourrez faire la part des choses et voir quelles sont les différentes familles qui sont identifiées sur le terrain par les gens donc, que ça préoccupe et qui tiennent à jour une cartographie. Voilà. Donc, ce sont deux ressources qui nous permettent de voir tous ces groupuscules-là. On ne peut pas tous les identifier. Donc, ça correspondrait, disons, au Québec à des groupes comme Atalante, à des groupes comme parfois les Québec Stompers, je veux dire, qui tournent autour d'Atalante, donc qui font des groupes de boxe, des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a une très forte valorisation de la violence là, sans vouloir leur prêter, bien sûr, d'intention ou vouloir insinuer quoi que ce soit de plus que ça. Que l'influence envers la famille idéologique. Il y a aussi au niveau des groupuscules qui sont peut-être un peu moins tournés vers la violence et qui veulent
faire évoluer, disons, le discours, sans nécessairement jouer un jeu politique, mais en jouant un jeu dans la société civile. On retrouve toute la branche des mouvements identitaires qui ont été mis en France, j'ai eu l'occasion de le mentionner à partir de 2002, qui essaiment un peu partout, qui cultivent des modes d'action directs. Et on retrouve aussi toute une, comme je le disais, le discours évolue, traverse les frontières. On retrouve aussi toute une nébuleuse qu'on a liée à des néo-réactionnaires qui vont être des gens, disons, qui vont tenir un discours un peu plus à gauche, qui vont être assez près du discours néo-populiste aussi, en ce sens qu'ils se réclament d'une vision, disons, ils sont plus près de la démocratie que du fascisme, pour dire les choses franchement. Ils viennent de la gauche et ils se mettent de l'avant souvent une vision de la laïcité ou une vision des droits modernes comme le féminisme, l'égalitarisme, le droit des homosexuels, pour antagoniser leur rapport avec l'autre, avec l'étranger, avec sa culture jugée inassimilable. Donc on a là aussi toute une sphère qu'on peut tout un créneau idéologique qui est exploité par toute une nébuleuse de différents groupes qui sont actifs aussi bien dans la réalité que sur la sphère. Donc, vous retrouvez entre autres Riposte laïque et vous retrouvez des sites comme Boulevard Voltaire qui vont être associés à cette mouvance-là. Et vous retrouvez bien sûr les groupes identitaires aussi qui sont une autre forme extrême droite groupusculaire. Vous retrouvez aussi les néofascistes italiens de Casa Pound, dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard, parce qu'ils influencent donc ici l'équivalent Atalante et des groupes comme la Fédération des Québécois de souche, dont j'aurai l'occasion de vous reparler au prochain cours. Au niveau des institutionnels, donc les nostalgiques, vous avez le National Front qui souvent va tenir des discours plus nostalgiques. Vous avez bien sûr donc Casa Pound, des groupusculaires, mais elle a présenté des candidats aux élections, tout comme les identitaires sont groupusculaires, mais parfois ils se rapprochent du Front national, donc il y a des mouvances entre ces frontières-là. Mais donc dans les nostalgiques, voilà, ça vous donne un peu une idée aussi. L'Action française, qui elle est encore monarchiste et qui a fait parler d'elle dernièrement, se situe dans ces nostalgiques-là. Au niveau des édulcorés, si on peut dire comme ça, donc bien sûr le Front national, le mouvement social italien, qui met de l'avant le discours avec les différents critères élaborés par Pierre-André Taguieff. Pardon, désolé si je me répète un peu. La famille, ensuite, qui nous vient de la Scandinavie ou des Pays-Bas et qui a aussi eu l'occasion d'évoluer fortement aux États-Unis, notamment avec l'industrie de l'islamophobie. C'est toute une famille néo-populiste, donc, comme je disais, dont s'inspirent souvent les néo-réactionnaires et qui se caractérisent principalement par ce fait-là, donc d'antagoniser, si on veut, les cultures principalement liées à l'islam avec les cultures nationales. Ces groupes se retrouvent aux États-Unis, donc sous différents, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler le dernier cours, sous différents groupes, différents blogs, que ce soit Atlas Shrugged de Bridget Gabriel, que ce soit Jihad Watch, et qui vont inspirer aussi ici au Québec le contenu qui peut se retrouver sur certains sites comme Point de bascule ou Poste de veille. Donc c'est une autre mouvance qu'on voit évoluer ici aussi. Je rentre donc un peu essayer de définir un peu les mouvances peut-être un peu plus marginales maintenant. Dans le temps qui me reste. Donc, on a les néo-fascistes qui ont été mis de l'avant et qu'on a pu voir en Italie apparaître, remporter certains gains lors des dernières élections. Et donc, ça a été assez sensationnaliste. Peut-être avez-vous pu voir certaines capsules sur Internet là, qui les mettent en valeur. Où est-ce qu'on va les rencontrer dans leur squat. Donc, ce squat qui est la Casa Maison Pound du nom de Ezra Pound, un poète américain qui
qu'ils ont adopté. Hein. Et on retrouve là différentes figures qui les inspirent, que ce soit Nietzsche, que ce soit Evola et d'autres comme ça. Donc des penseurs liés au fascisme, ou donc Evola qui se déclare, qui ont pu se déclarer favorables au fascisme. Et donc là, le rapport à l'histoire et au fascisme est ouvertement affiché. Il est bien vu, il est valorisé, quoi. Donc, il y a une revalorisation du personnage de Mussolini qui se fait là. Il y a une revalorisation qui se fait et qui se fait dans le contexte actuel en disant que, en mettant l'accent moins sur le régime fasciste, donc le fait qu'il y a un leader qui décide un peu tout seul, que sur le mouvement fasciste qui a précédé la prise de pouvoir par Mussolini. Donc, il y a l'idée là d'un mouvement social, national, populaire et l'idée aussi que les citoyens sont en train de se reprendre en main, donc toujours les mêmes caractéristiques de valorisation, si on veut, de l'héroïsme, de recours à la grandeur de la nation et la grandeur passée de la nation, le fascisme italien et l'extrême droite italienne, donc actuelle, remettant de l'avant le modèle de l'Empire romain et se référant à la grandeur passée de l'Empire romain. Donc là, le modèle est très clair, quoi. Plus qu'il pouvait l'être chez les nationalistes révolutionnaires, donc une autre famille dont on parle, qu'on va associer en France généralement au GUD, aux jeunesses nationalistes. Le nationalisme révolutionnaire est aussi un mouvement qui, contrairement à ce qu'on pourrait appeler les nationaux intégristes, donc des gens qui tiennent mordicus à la souveraineté intégrale, disons, de l'État, ce qui leur permet de remettre en question ce qui leur permet de remettre en question la participation à différentes institutions internationales qui ont vu le jour depuis la Deuxième Guerre mondiale, dont l'ONU et dont la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc, il y a toujours cette idée de refuser, si on veut, un certain ordre égalitaire qui serait imposé aux nations chez les nationaux intégristes. Maintenant, les nationaux révolutionnaires vont plus loin, puisque pour eux, donc les nationaux intégristes vont valoriser, si on veut, l'ordre, alors que les nationalistes révolutionnaires, eux, sont prêts à passer à l'action pour renverser l'ordre actuel. C'est un peu la différence qu'il y a entre les deux, et donc passer à l'action, prendre des moyens d'action directe, provoquer des changements dans la société. Donc les catholiques, voilà. Une autre branche aussi assez active dans l'extrême droite, ce sont les catholiques intégristes, donc, ou en fait, les religieux intégristes chez les catholiques, ce sont les catholiques intégristes, donc ceux qui vont être près de l'évêque qu'on appelle Monseigneur Lefebvre, désolé, j'ai oublié son prénom, donc appelons-le Monseigneur Lefebvre, et donc qui conteste Vatican II et qui trouve que l'Église catholique a pris une voie trop libérale. Donc là, c'est un modèle religieux conservateur qui est mis de l'avant. Avec, bien sûr, son ordre traditionnel qui préservait la nation de tous les maux et qui est maintenant corrompu par la modernité et toutes les tentatives d'instaurer une plus grande égalité entre les gens, notamment pour les femmes, notamment. Voilà. On a les nationaux populistes, donc je ne reviendrai pas là-dessus, je crois que j'en ai abondamment parlé, mais pour mettre, peut-être juste pour identifier ce qu'ils mettent de l'avant, ou ce que le Front national plus particulièrement va mettre de l'avant, constituer ce qu'il va mettre de l'avant comme innovation politique, pour dire comme ça, c'est l'idée de la préférence nationale, hein, donc l'idée qu'il faut favoriser les ressortissants nationaux dans l'emploi, dans le logement, des choses comme ça. C'est toujours la même idée qu'on retrouve aussi dans le nationalisme révolutionnaire et chez les néo-fascistes qui essayent d'amalgamer des thèmes de gauche à leur discours. Hein. Voilà. Donc, la préférence nationale et le concept de remigration aussi. Donc, ça, le concept de remigration, c'est l'inverse de l'immigration, mais c'est qu'on retourne les gens chez eux, mais l'inverse, sauf pas nécessairement volontairement, quoi. C'est avec des forces incitatifs, sinon de façon obligatoire. Mais disons que souvent, ce qu'on va dire, c'est que on va faire un plan et on va le remettre dans l'avion avec un chèque. Et puis, voilà, c'est une façon de se débarrasser des étrangers, quoi. Et encore une fois, carrément de purifier. L'idée qui est derrière ça, c'est toujours la purification du corps national.
Alors voilà, et la dernière famille dont j'ai l'occasion de parler aussi, les néo-populismes, donc qui sont dans les familles, les deux derniers étant dans les familles plus institutionnelles. Alors c'est un peu ce qu'on trouve dans le portrait européen qui nous influence aussi. C'est peut-être un peu différent, et ça vaut la peine de le mentionner dans les... oui, je crois qu'il me reste encore un petit... 10-12 minutes. Hein? Alors voilà, je vais peut-être mentionner un peu plus particulièrement ce qu'on trouve aux États-Unis pour vous aider. Vous allez voir que les liens sont là. Les liens sont là parce qu'il y a une trame historique qui s'est recoupée et que j'espère avoir eu l'occasion de mettre en valeur dans le premier cours. C'est un peu différent aussi à cause du contexte national particulier. Et comme la voie qu'on a suivie, hein, celle qui rejoint ce que dit l'historien de l'extrême droite Mamonet, qui consiste à faire une histoire non seulement nationale, mais une histoire comparée transnationale des extrêmes droites, ça nous permet de voir à la fois les différences et les similitudes. Hein. Donc, au niveau du contexte américain qui est différent, j'ai eu l'occasion de le mentionner, les armes sont en circulation et on a un phénomène de milice énormément plus développé, voilà, plus important, tout à fait différent aux États-Unis, où les gens peuvent être lourdement armés. Donc, ce qui circule comme idée dans ces milices, je crois avoir eu l'occasion d'en glisser un beau, mais ça vaut la peine de revenir là-dessus, c'est toujours la crainte principale de se faire enlever ses armes ou le droit de porter des armes, mais crainte qui s'articule souvent autour de diverses théories du complot qui ne sont pas forcément innocentes non plus, dans la mesure où elles sont subventionnées par tout un réseau de multimillionnaires américains hein, qui, étant radicalement anti-État, avait besoin à l'époque de se constituer une base populaire. Et donc, le fait de faire circuler des différentes théories du complot comme ça permet de s'opposer aux avancées de l'État en différentes matières. Le fait d'avoir des théories du complot liées notamment à la remise en question du climat, ça permet aussi de bloquer l'action gouvernementale à ce niveau-là. Donc, ce sont différents enjeux qui sont importants à prendre en considération parce que c'est ça, c'est de là et c'est à partir de là que va venir le financement de l'extrême droite aux États-Unis. Donc, en premier lieu, une milice articulée autour de la théorie du complot, une milice qui veulent aussi reprendre en main leur communauté et assurer directement, si on veut, combler, pour ainsi dire, les défaillances de l'État. Donc, on va s'armer, c'est pas nécessairement non plus innocemment, c'est aussi pour protéger les frontières. Donc là, on voit que le discours bascule aussi facilement vers la crainte de l'autre, voire vers la xénophobie, voire vers le racisme. Et ça fait partie aussi de ce qui anime ces milices-là. Donc, crainte du gouvernement, crainte de l'étranger. Il y a bien sûr toute la tradition aux États-Unis qui est liée au Ku Klux Klan, qui existe depuis la fin de la guerre civile américaine, ce qui fait que ces groupes-là étaient un peu en dormance, mais on les a vus réapparaître ces dernières années, notamment à travers l'activation ou la réactivation donc, des milices dans les années 90, et puis beaucoup plus près de nous, mais plus particulièrement aussi un autre événement qui leur a servi de tremplin ou qui les a beaucoup activés, c'est l'élection d'Obama, puisque l'élection d'une personne noire à la tête des États-Unis constitue pour eux une forme de camouflet, en tout cas certainement pas quelque chose de très positif. Ça constitue pour eux donc peut-être une humiliation à laquelle référaient les auteurs que les précédemment cités. Ça amène aussi, et on a eu l'occasion de le voir quand on a vu la chronologie, on a vu qu'il y avait tout un mouvement de nouvelle droite qui s'était créé en France autour d'un groupe de recherche sur la civilisation européenne et qui avait essaimé aux États-Unis, qui avait été amené là, entre autres, par différents acteurs, dont Paul Gottfried, qui a associé ou qui a amené aussi dans ses différentes revues, à côté des textes des auteurs de la nouvelle droite, ceux de différents racistes scientifiques américains. Et autour de ça, dans un milieu qu'on aura nommé paléo-conservateur, s'est développé tout un champ, disons, plutôt favorable à ce qu'on appellerait le white nationalism, donc une certaine ferveur pour les États-Unis créés par les Blancs, définis de différentes manières. Donc, définis de différentes manières, ça veut dire soit on a un regard, disons, un peu oblique et on ne considère pas
tout l'apport de la population esclave qui a été amenée aux États-Unis. On considère que c'est uniquement les Blancs à cette époque-là qui, de par leur vertu, bien sûr, celle qu'on leur attribue, alléguée, ont construit les États-Unis. Et parfois, on va insister plus précisément sur la notion de race comme telle. Il y a aussi différentes gradations avec ce qu'on se propose de faire. Soit on se contente de critiquer les programmes d'accès à égalité, ce qui est quand même assez soft et ce qui est répandu chez les conservateurs. Soit on dit, ah ben non, il ne faut pas qu'on se mélange de différentes façons. Et là, le discours est aussi gradué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit un mur? Est-ce qu'on empêche les populations de certains pays d'immigrer? Est-ce qu'on va carrément séparer les États-Unis entre un État noir et un État blanc, comme le pensent, le souhaitent les white separatistes? Mais bon, le mouvement a aussi son pendant chez des black separatistes qui ne tiennent pas nécessairement un discours moins haineux et problématique. Donc, toujours ça pour dire qu'on se retrouve avec les white separatistes. On peut dire que les black separatistes font aussi partie de ce qu'on pourrait appeler des mouvances sinon haineuses d'extrême droite. On a bien sûr les néo-nazis traditionnels. On a eu l'occasion de voir, entre autres, les groupes Aryan Nation et tous les efforts. J'espère avoir pu aborder ça dans la chronologie que j'ai faite. Donc, les néo-nazis sont aussi, et on le voit avec donc, on a vu dans les débats plus récents David Dukes du Ku Klux Klan et Monsieur Jones aussi, qui est un néo-nazi, ou sinon Jared Taylor, qui est certainement plus un antisémitiste, se faire valoir dans les débats, donc reprendre la parole, alors que ces groupes-là étaient un peu en dormance dans les années depuis 2008. On voit qu'ils se réactivent. On a là aussi, autour de Aryan Nation, tout une espèce de mélange que je crois avoir eu l'occasion simplement de mentionner entre l'idéologie nazie et l'idéologie chrétienne. L'idéologie chrétienne, c'est-à-dire une certaine forme de christianisme aussi très conservateur, virant dans la xénophobie et virant facilement dans les discours racialistes et suprémacistes. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui se réfèrent plus à l'imagerie païenne, et il y a des gens qui se réfèrent plus à l'imagerie chrétienne. Il y a des gens qui réussissent à faire un mélange des deux. On a toute la montée donc de l'alt-right, ou plus particulièrement le développement aussi parmi l'alt-right de tous les réseaux Internet qui sont partie des ceux qu'on a appelés les gamers, donc des gens qui sont sur les réseaux de jeux en ligne. J'ai eu l'occasion de le mentionner, je crois, mais qui forment maintenant une famille, si on veut, à part entière de l'extrême droite qu'on appelle ou qui s'appelle elle-même les Kekistani, donc qui misent sur une espèce d'humour, dérision, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dévalorisation de la vérité qui se fait là, une dévalorisation aussi de la réalité des faits historiques et une licence pour pouvoir jouer à travers tout ça. Ce qui fait qu'ensuite, quand on parle de alt-fact, on est dans cette mouvance-là pour qui le rapport à la réalité est tout à fait différent et le rapport à la réalité, au discours, à l'histoire qui est mis de l'avant, vise surtout à justifier l'action et l'action elle-même plutôt qu'à être conforme à une série de faits historiques. Donc ça rejoint aussi le populisme ambiant et ça s'inscrit dans tout ce climat qui, aux États-Unis, laisse place donc aux théories du complot qui évoluent bien sûr non seulement sur Internet, mais sur toute une série de radios comme on pourrait caractériser ici les radios poubelles de Québec. Bon, ben, disons qu'il y a des équivalents des radios commerciales, ça se retrouve, et dans les États-Unis rurales, c'est elles, entre autres, qui propagent ce type de discours-là. On a eu aussi aux États-Unis, donc ça c'est plus problématique, mais c'est-à-dire que tout
le mouvement, mais ça fait partie aussi du portrait actuel dans lequel les cartes se brouillent. C'est qu'on a eu tout le mouvement du Tea Party qui semble s'être évanoui maintenant, alors qu'il y a des politiciens qui ont été liés au Tea Party et qui maintenant ont rejoint Trump de façon assez enthousiaste. Donc on se retrouve aussi à avoir une espèce de frontière de gens qui entretiennent des liens avec l'extrême droite, et il faut toujours se demander et revenir aux critères qu'on a pour savoir s'ils en font eux-mêmes partie, hein, et savoir si bel et bien, comme le proposait Alain Beer, une articulation donc entre le fétichisme d'une identité collective, l'affirmation forte là, de l'inégalité et, ou en fait son érection, comme il dit, en catégorie ontologique et axiologique fondamentale. Et si on retrouve aussi cet amour pour la polémique, disons, plus qu'un amour, disons, un amour démesuré pour la polémique, pour justement créer le conflit et pouvoir se présenter souvent. Enfin, ça fait partie du discours, c'est ça qui est intéressant aussi et qui rejoint des discours, des stratégies rhétoriques qui peuvent être payantes. C'est-à-dire que c'est de se présenter comme étant la victime, hein, et ou présenter plutôt le peuple comme étant la victime d'un ennemi venu de l'extérieur, et se présenter soit comme étant un héros qui vient rétablir l'ordre sous la menace de cet ennemi, pardon, j'ai dit de l'ennemi qu'on a identifié, et qui bénéficie de la corruption des élites. Donc ça, c'est un modèle, le modèle populiste qu'on retrouve. Et pour clore là-dessus, sur ce débat de est-ce que ça vaut encore la peine d'utiliser le vocable d'extrême droite, est-ce qu'on pourrait se contenter de parler de national-populisme? Est-ce qu'on pourrait alors considérer que l'extrême droite, comme le suggèrent d'ailleurs ses principaux acteurs, ou comme va le suggérer Marine Le Pen, l'extrême droite, elle va dire, ben non, l'extrême droite, c'est excusez-moi, c'est les bourrins, c'est ceux qui sont ouvertement antisémites et opposés à la démocratie. Alors bien sûr, si on en reste à cette définition-là, ça permet aux partis d'extrême droite traditionnels tels que je les ai identifiés de se distinguer de ce qu'eux appellent l'extrême droite, et ça ne fait que créer plus de confusion. Alors voilà l'importance donc d'en rester non seulement à une définition de l'extrême droite et à considérer que le populisme est un phénomène peut-être distinct, mais comme le suggère un auteur qui s'appelle Jamin, donc je vais vous laisser sur ce propos-là. La situation actuelle est peut-être qu'il y a un recoupement entre l'ennemi de l'extrême droite et l'ennemi du populisme. Et on voit maintenant que c'est souvent, pas exclusivement, mais c'est souvent la figure du musulman, et donc les populations musulmanes, qui font les frais de ce discours-là. Où à la fois on a le discours d'extrême droite, hein, une affirmation forte de l'inégalité, un recours à l'image de la nation ou de la patrie pour justifier cette inégalité, une image mythique, hein, et une polémique cultivée. Eh bien, ce discours et cette logique de l'extrême droite rejoint peut-être celle du populisme, hein, qui consiste donc à faire cette pièce de théâtre dans laquelle il y a un ennemi qui est menaçant et une élite corrompue qui livre le bon peuple à cet ennemi menaçant jusqu'à ce que le héros populiste se mette lui-même en scène. Alors voilà, je vous laisse méditer à ça et ça va clore cet épisode. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.